on vient tous les deux aujourd'hui vous faire un retour d'expérience sur l'activité aléa naturelle et comment l'observation peut nous aider à mieux comprendre les processus et aider aussi potentiellement les personnes qui doivent discuter de ces aléas et notamment pour l'aménagement du territoire. Donc les aléas naturels que moi j'étudie, enfin pas toute seule, avec plusieurs personnes au laboratoire, concernent les instabilités de versant. Donc ce qu'on entend par instabilité de versant, c'est différentes choses. Ça va être des glissements de terrain. Vous voyez ici une vue du glissement de terrain de Viala dans les Pyrénées-Orientales. Mais on peut avoir aussi des phénomènes en falaise, des chutes de blocs, tout ce type de processus. Donc c'est des phénomènes naturels. Comme vous voyez, ça impacte les paysages, mais pas que les paysages. Ça va aussi impacter les populations qui habitent à proximité de ces instabilités de versant. Et c'est loin d'être un phénomène très local. On en dénombre des centaines tous les ans, des glissements de terrain ou des instabilités de versant. Et comme vous pouvez le voir sur la carte de recensement du BRGM, eh bien, tout le territoire français est concerné puisque en 2016, 55% des communes étaient classées comme à risque mouvement de terrain. Donc ces instabilités de versant, ils vont impacter le paysage, mais je vous ai dit, ils vont aussi impacter les populations, notamment les infrastructures, les routes, les maisons potentiellement. Et ces phénomènes, en fait, ont des conséquences de plus en plus marquées, notamment dues à la densification de la population dans certains endroits, mais aussi avec des effets qu'on commence à voir marqués par des modifications du climat. Et vous allez voir pourquoi, parce que ce climat va être un élément majeur dans le déclenchement des phénomènes. Donc ce sont des processus naturels, mais qui ont des enjeux et qui ont aussi des conséquences, notamment en termes financiers, comme vous pouvez le voir toujours sur cette carte de recensement, avec des coûts financiers pour les territoires. Donc, comme c'est des processus naturels et qu'ils ont des conséquences, on va essayer de comprendre tout d'abord pourquoi, quel est le facteur qui va faire, ou l'ensemble des facteurs qui vont faire qu'on va avoir ces instabilités de versant et comment elles vont se déclencher. Donc il y a des études menées, des sites qui sont surveillés, non pas seulement en France, mais à travers le monde. Et il y a différents facteurs qui sont connus pour déclencher ces instabilités de versant. Donc en tant que géologue, il y a les séismes qui sont réputés pour déclencher. Mais si on regarde plus généralement, il y a un rôle majeur du climat. Alors, de l'enneigement, mais en ce qui nous concerne, nous, plus localement, les précipitations. Vous voyez une carte ici de recensement mondial du nombre d'événements en fonction des événements de pluviométrie. Donc le climat et les précipitations vont jouer un rôle d'activation ou de réactivation de certaines structures. Et si on zoome dans notre département, on a ce facteur de déclenchement qui existe et qui va être même très contrasté puisqu'on va avoir des périodes très arides. Et puis, des événements pluvieux. Donc là, c'est un événement de 2018, ces fameux pluies cévenoles, où on va avoir jusqu'à, par endroit, 800 mm en quelques jours qui vont tomber, qui vont venir saturer les sols et qui vont venir donc favoriser le déclenchement ou la réactivation de certains événements. Donc dans le département, on a ce facteur de déclenchement qui est même très concentré sur certaines périodes. Et puis, on va combiner ce facteur avec d'autres paramètres qui vont favoriser aussi le développement des glissements de terrain ou des chutes de blocs, qui vont être une géologie particulière, notamment la présence d'argile et dans les communes, notamment du côté du Pas de l'Escalette et de Pellegrolles de l'Escalette, on va avoir des argiles évaporitiques qui sont assez connues pour favoriser le développement de ces instabilités de pente et notamment des glissements de terrain. Et puis, quand on arrive vers ces régions, on va avoir un relief marqué. Et comme c'est des instabilités de pente, quand vous avez de la pente, ça va encore plus favoriser le développement de ces processus. Donc, dans le département, comme vous pouvez le voir, c'est une synthèse communale de l'aléa de mouvement de terrain produite par le BRGM. Notamment dans les communes situées plutôt proches du Larzac ou des contreforts du Larzac, on va avoir une combinaison de ces vecteurs, des pluies, la présence de ces argiles et puis un relief marqué qui fait qu'on va avoir un aléa glissement de terrain et instabilité de pente fort.
des glissements de terrain, comme vous pouvez le voir sur la carte en haut, mais aussi des chutes de blocs. Et donc, pour ce qui concerne la commune de Pégrolles de l'Escalette, on va retrouver ces deux aléas naturels forts. Il y a ces aléas qui vont avoir des enjeux que vous pouvez voir ici en photo. Donc, je vous ai mis une petite carte de recensement en fait, de ces aléas à proximité de la commune de Pégrolles. Et puis là, c'est des dégâts qui ont été constatés. Donc, un pont qui a été détruit, l'ancienne route qui monte au pas de l'Escalette qui a été endommagée. Maintenant, il y a la nouvelle route avec l'autoroute A75. Et puis, un pont plus à proximité de la commune qui est en train de se cisailler du fait d'un glissement de terrain. Donc, il y a des tensions qui existent entre ces processus naturels et puis ces enjeux humains qui fait qu'on a besoin de bien évaluer ces aléas pour prévenir les risques, mais aussi accompagner les personnes qui vont devoir gérer ces aléas et les décideurs, notamment en termes d'aménagement du territoire. Donc, qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent? Eh bien, ces aléas, ils sont gérés par des plans de prévention des risques, qui sont des cartes produites notamment par un recensement des instabilités et des dégâts qui sont occasionnés. Et il y a un zonage qui est effectué, et donc voilà, pardon, vous voyez ici un zonage sur sur la commune de Pégrolles de l'Escalette, c'est en rouge. C'est-à-dire que c'est un zonage par commune et on peut se demander, avec de telles cartes comme ça, comment la commune fait pour gérer cet aléa, notamment auprès de ces populations. Est-ce que c'est un outil de gestion adapté? Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de granulométrie, toute la commune est en rouge, alors que toute la commune n'a pas des glissements de terrain ou des chutes de blocs. Tous les combien de temps ces cartes peuvent être discutées? Avec quels éléments supplémentaires ces cartes vont pouvoir être discutées? Et est-ce que la commune dispose d'éléments pour discuter avec sa population et faire que cette carte va être acceptée ou pas, et les décisions qui vont intervenir derrière ou pas? Donc c'est là qu'on peut essayer, nous, en tant que scientifiques, d'intervenir et de proposer de l'observation pour essayer de mieux décrire ces phénomènes et d'apporter de la donnée pour expliquer aux populations un peu plus ce qui se passe et comment ça se passe. Donc c'est pour ça depuis 2012, on travaille à Pégrolles de l'Escalette. Donc là, vous voyez une photo en haut du glissement qui est instrumenté. Donc l'instrumentation, elle a été déployée depuis 2012 dans le cadre de l'OREM. Et puis, depuis 2017, le site est labellisé dans un service national d'observation qui instrumente différents glissements de terrain en France. Et ce qu'on essaye de faire, eh bien, c'est de mettre des instruments de mesure pour produire de la donnée, et pour produire de la donnée sur le long terme, avec deux objectifs. Ça va être de caractériser la géométrie de l'objet, notamment ces fameuses zones où ça va glisser en profondeur, mais aussi suivre les processus au cours du temps pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, on va essayer de caractériser le signal d'entrée qui est la pluie. Est-ce que toutes les pluies agissent? Est-ce qu'il y a un certain volume de pluie, il y a une certaine durée? Où l'eau va circuler dans le versant? Qu'est-ce qui se passe quand l'eau va circuler dans le versant? Et au bout de combien de temps, eh bien, on va pouvoir observer de la déformation en surface. Et puis, ce que va nous permettre les données long terme, eh bien, c'est aussi potentiellement de voir est-ce que le changement climatique a des effets sur ces processus et aussi sur la dynamique temporelle de ces processus. Donc, toute cette instrumentation, on ne peut pas la mettre en place sans discuter avec le maire, notamment, et les habitants, parce qu'il faut avoir des autorisations et il faut aussi expliquer aux gens ce qu'on va venir faire pour qu'ils soient partie prenante dans l'instrumentation et de nous donner l'accès au site et de nous permettre de le laisser sur le long terme. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. Là, cette diapo, elle essaye de synthétiser un petit peu le travail qu'on essaye de réaliser là-bas. Et je vais vous laisser la parole pour... Bien, bonjour à tous et à tous. Merci, Madame la Présidente, de nous accueillir. Je ne sais pas si je vais arriver à vous convaincre, mais Péguerolles, c'est une commune où il fait bon vivre quand même, hein, malgré tout ce qui vient d'être présenté. Donc de 3200 hectares, petit village pour le coup, monsieur le premier adjoint, de 170 habitants, et moi j'ai l'honneur d'être maire depuis 1995. Donc ça fait déjà 30 ans. Et pour l'anecdote, parce que j'adhère à beaucoup de choses qui ont été dites par monsieur le maire et par le collègue adjoint,
J'ai siégé dans beaucoup d'instances au conseil départemental, mais aussi sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et la question de l'adaptation scientifique à la décision publique ou à l'action publique est vraiment un sujet qui est encore plus au cœur. Et peut-être, si j'ai un peu de temps, je conclurai là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que la première chose que j'ai vue sur mon bureau, quand j'ai été élu maire, au mois de mars 1995, c'est ces types de documents, un plan d'exposition au risque, un plan de mouvement de terrain, un plan de prévention des risques. Depuis, on a augmenté l'arsenal puisque il y a des schémas de lutte contre l'incendie, il y a un plan de prévention incendie, il y a des atlas d'inondation, il y a des PPRI, plans de prévention et d'inondation. Et donc, tous ces documents, il faut arriver à expliquer aux citoyens comment, effectivement, le terrain du papy, il est plus constructible, comment le petit tout, il pourra pas y faire sa maison, alors que c'est un espoir, et comment, pour d'autres, ils pourront pas vendre 400 € le mètre carré, le terrain, dans l'espoir d'y faire des lotissements. Je caricature un peu en disant ça, mais c'est la réalité factuelle à laquelle les commissaires enquêteurs sont confrontés quand ces types de documents sont soumis à enquête publique. Et donc là, on a besoin d'un certain nombre d'éléments de langage. Je reprends ce terme, éléments de langage, parce que peut-être vous pouvez vous l'approprier dans vos réflexions. Comment on traduit la donnée scientifique en données pédagogiques ou en vulgarisant avec ce que moi, le premier, en qualité de citoyen, je suis en capacité de comprendre. Et pour le comprendre, il faut le pouvoir après derrière l'expliquer. Et donc, c'est tout l'intérêt quand Madame Gauthier a déboulé dans le bureau pour me dire est-ce que vous êtes d'accord pour mettre des capteurs? J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de sujet. On va convaincre les habitants, c'est pas toujours facile, de déposer des capteurs. Quand un étudiant vient taper à ma porte et me dit Monsieur Roy, est-ce que je peux faire un stage? Oui, bien sûr, vous êtes le bienvenu, voilà les clés de la mairie. Quand le professeur Gilly, qui était un ingénieur de la DDTM, a contribué à créer l'autoroute A75, parce que malgré tout ça, l'État a trouvé les moyens de faire une autoroute. Alors là, on ne s'en plaint pas, mais dans un milieu aussi compliqué que celui-ci, le génie scientifique, on va dire ça comme ça, a eu la capacité de développer effectivement une infrastructure routière avec un tunnel qui tombe souvent en panne et qui crée des désordres avec des falaises qui s'effondrent et qui génèrent des millions d'euros de dépenses pour sécuriser cet ouvrage. Et donc, des bus d'étudiants qui viennent assez régulièrement sur le village étudier la géologie et même historiquement certaines grandes écoles de Nancy, je crois, hein, qui viennent depuis des décennies. Et donc, c'est tout simplement pour comprendre l'environnement dans lequel on vit et comprendre quels sont les enjeux auxquels on est confronté. Moi, en tant qu'élu, c'est ça qui m'intéresse. On a plusieurs sur d'autres domaines que celui des mouvements de terrain. On a 3 zones Natura 2000, on a des liens, vous imaginez, sur 3200 hectares entre le Larzac et les Piémonts. Je vais prendre un dossier aussi qui est clivant et qui est emblématique, c'est la question de la prédation et du loup. Quand vous avez d'un côté des éleveurs, de l'autre côté des citoyens qui disent « mais non, le loup c'est important, la biodiversité, il faut revoir le loup, il faut protéger le loup, il faut protéger le loup ». Et quand vous allez malheureusement constater de la mort, hein, tout simplement, et des brebis qui ont été égorgées, etc., eh ben, il y a un équilibre à trouver. Et c'est là que c'est compliqué pour l'élu local. C'est là que c'est compliqué dans l'action publique pour arriver à trouver les éléments qui vont faire qu'à un moment donné, on peut essayer déjà d'arriver à mettre les gens autour d'une table et puis d'ouvrir un débat qui est contradictoire, parce qu'un des éléments qui est compliqué, c'est la fracturation de la société. Aujourd'hui, vous le voyez, quelles que soient les enquêtes publiques, quels que soient les projets, ça devient quasiment impossible d'agir. Parce qu'effectivement, vous avez toujours des gens qui vont s'affronter, qui auront des opinions diamétralement opposées, parce qu'ils seront convaincus d'avoir le savoir, de détenir le savoir, et pas spécialement de l'adapter à la réalité locale. On pourrait démultiplier tous les sujets, et c'est la difficulté à laquelle est confronté un élu. Vous pouvez même rajouter l'intelligence artificielle. Moi, quand Internet est arrivé, les réseaux sociaux,
j'étais très inquiet, il y a quelques décennies, sur le fait qu'effectivement, on avait déjà du mal à organiser la démocratie participative, mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de l'organiser, elle se fait naturellement sur les réseaux sociaux. Alors je dis naturellement, je ne sais pas si c'est très naturel, mais artificiellement, on va dire. Et quand vous voyez aujourd'hui la manière dont l'IA est en train de télescoper, est en train d'impacter notre quotidien, c'est quelque chose qui est fulgurant. Parce qu'à n'importe quel moment, vous posez une question sur une des applications de l'intelligence artificielle et vous avez une réponse. Ce n'est pas la réponse nécessairement avérée, ce n'est pas la réponse juste, etc., etc., mais vous avez une réponse. Et aujourd'hui, les citoyens, ils arrivent avec leur smartphone et ils vous disent « Non, non, mais tu ne vas pas me raconter des conneries. Hein. Moi, je sais ça. C'est comme ça qu'il faut faire. » Et vous êtes dans le Code général des collectivités locales, vous êtes dans la loi, vous êtes dans les décrets, vous êtes dans les circulaires, vous êtes dans votre action, vous êtes dans votre projet communal et vous vous retrouvez confronté effectivement à tout ça. Et en fait, je crois qu'on a un vrai enjeu, je m'arrêterai là-dessus, mais je crois qu'on a un vrai enjeu à continuer à se rapprocher. C'est pour ça que moi, quand Mme Gauthier, quand on m'a appelé pour me dire « Est-ce que vous voulez venir ce matin ?» Je dis « Oui, je viens ». Je préside par ailleurs l'association des maires de l'Hérault et le centre de formation des élus de l'Hérault. Moi, je travaille avec l'ADEME, je travaille avec l'OFB, je travaille avec tous les gens qui veulent pour former les élus, les informer et pour essayer effectivement qu'on trouve ces points communs, non pas se retrouver en conflit lors d'une enquête publique ou au travers d'associations de défense qui sont pour ou contre, ou dans des assemblées générales de chasseurs ou d'éleveurs ou autres, dans des moments de tension, mais qu'on soit en amont pour essayer de se parler et d'essayer de comprendre ce que vous faites et comment nous, de passage, hein, élus locaux, mais décideurs locaux, entre guillemets, on est en capacité de pouvoir anticiper et de pouvoir agir. C'est ça, en fait, qui est le challenge, à mon avis, des mois et des années à venir. Je ne lance pas une bouteille à la mer en disant ça, mais je dis qu'il faudrait presque faire 2 ou 3 colloques comme celui-ci par an pour arriver à aborder ces sujets-là et à pouvoir se confronter nos opinions et confronter nos cultures, parce qu'on n'a pas du tout la même culture. Et les intervenants tout à l'heure, vous voyez, il faut 3 ans pour traduire une publication et arriver à la mettre sur le bureau de gamins dans les écoles. Nous, on n'a pas 3 ans. C'est peut-être au moment où je vous parle, quand je vais rebrancher mon portable, des gens qui vont m'interroger. On risque d'avoir peut-être un Sevenol, donc il va falloir que je prenne des mesures de précaution, que je gère le bord des rivières, il me faut mettre en œuvre la GEMAPI, etc., etc. Donc le temps, la notion de temps que vous avez, vous, en qualité de scientifique, n'est pas du tout la même notion que la notion de temps qu'on a dans l'action publique. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Merci pour cette présentation de science avec des composants très appliqués de l'appropriation, la difficulté de l'appropriation et de la mise en œuvre de cela. Elle se fait engueuler des fois. On va prendre quelques questions dans la salle. Est-ce qu'il y en a ? Oui. Bonjour, donc Anaïs Moressa de l'association de médiation scientifique Instant Science. Et moi, j'avais une question plus sur la partie relation avec les habitants. Je voulais savoir comment vous êtes allé vers les habitants, si vous avez mis des dispositifs spécifiques en place, des dispositifs de médiation peut-être, ou c'était voilà, juste des réunions publiques. Je voulais savoir voilà, comment vous avez créé ce lien avec les habitants. Alors, quand on a prospecté le site pour trouver le site idéal d'instrumentation, on est passé voir monsieur le maire, parce que là, il faut trouver tous les propriétaires déjà, et donc regarder les cadastres. Et là, ça commence à être un petit peu compliqué. Le processus commence à être compliqué de trouver les propriétaires et de pouvoir les contacter, puisqu'ils ne sont pas tous exploitants de leur parcelle, puis de faire des réunions pour expliquer le projet, etc. Et là, c'est là où on a besoin aussi des élus locaux qui connaissent mieux les habitants des territoires que nous, parce que c'est compliqué d'être aussi un scientifique qui arrive pour poser des instruments. Les gens se demandent pourquoi, à quoi ça potentiellement, en quoi ça va les impacter, etc. Qu'est-ce qu'on va y faire dans des contextes où parfois c'est un petit peu compliqué. Les premiers instruments qu'on a déposés, c'était des forages et c'était au moment des gaz de schiste. Donc il y avait eu tout ce questionnement-là, etc. Donc ça demande du temps.
de discussion. Donc, on a fait principalement des discussions avec Monsieur le maire, et puis nous avec les propriétaires, et Monsieur le maire avec les propriétaires. Voilà, certains, il faut les convaincre, et scientifiquement, on a du mal à les convaincre. Donc, c'est là où la position des élus pour expliquer à quoi ça va servir et au mieux à quoi ça va pas les desservir, en fait, de laisser des instruments, pose pas de problème, en fait. Et depuis, il n'y a pas eu vraiment de médiation de fait autour de ça. Parce qu'en fait, vous êtes confronté à des bureaux d'études, c'est-à-dire que ces documents, pour la plupart, ce sont des documents descendants, certes soumis à un moment donné à enquête publique, mais un jour, le préfet tape à votre porte ou la DDTM en vous disant « Monsieur le maire, vous avez un PPR, vous avez un PPRI, etc. » Et si vous voulez démontrer le contraire, faites une étude. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que quelle que soit la taille de la collectivité, l'étude, elle a un coût, et vous n'êtes pas sûr de l'aboutissement de cette étude-là, et que les gens fassent leur travail, vous en êtes sûr, mais après, la manière dont vous allez l'utiliser juridiquement derrière, c'est quelque chose qui est complexe. Et moi, j'ai utilisé l'argument aux gens de dire, nous, 3200 hectares, on n'a jamais étalé, on a actuellement, dans le plan d'occupation des sols, même pas 1000 mètres carrés constructibles sur 3200 hectares. Donc, vous imaginez, on a un grand terrain de jeu pour s'amuser, pour la biodiversité, etc. Mais il a fallu l'expliquer, et la plupart de ces documents ont permis effectivement de convaincre les gens pour dire on va comprendre. Il faut qu'on comprenne comment notre territoire il évolue et comment peut-être il faut se protéger pour éviter d'aller construire ce qui n'a pas été le cas là où il ne fallait pas, parce que mes prédécesseurs, et depuis plusieurs siècles qu'existe le village, ils ont eu l'intelligence de construire sur un rocher assez éloigné, encore qu'il y a une ou deux zones un peu compliquées, mais surtout de ne pas y aller et s'étaler là où il peut y avoir des risques à n'importe quel moment. Voilà. Donc c'est ces arguments-là qui ont fait qu'effectivement, c'est un peu un dialogue forcé. Voilà. Merci. Encore une dernière question. Bon. Il y a un certain rôle à faire la dernière question. Davia de Diasperla, de l'UMR Prodigue et du CNRS. J'ai une question pour vous deux. Faites plusieurs, mais je vais m'en limiter à une seule. En tant que maire, vous disiez justement le rôle que vous avez par rapport aux documents opposables, au fait de décider par rapport à des documents cadres et notamment à des travaux des bureaux d'études, par exemple. Quel va être le rôle justement de cette interaction sans-société avec le laboratoire de recherche et les chercheurs ? À quel moment est-ce que ces données issues de la recherche vont être opposables dans vos projets politiques, justement, par rapport aux risques ? Et finalement, l'autre question, c'est comment vous appréhendez l'inquiétude de vos habitants grâce à ce projet de recherche, factuellement dans vos décisions ? Quand vous êtes élu, vous avez un projet pour votre commune. L'urbanisme fait partie souvent de la réflexion des équipes municipales qui se présentent à des élections. Et en fait, l'évolution des documents d'urbanisme, elle est liée à la fois des stratégies de développement, mais qui peuvent être sociologiques, économiques, touristiques, culturelles, etc., etc., mais aussi, bien évidemment, environnementales. Et donc, c'est à ce stade-là que lorsque vous êtes en relation avec les bureaux d'études ou avec la chance avec l'université ou avec des étudiants même, parfois les étudiants ne soupçonnent pas quand ils font une thèse ou un mémoire de l'utilité que ça a en termes de réflexion. Et donc, vous vous innervez de cette réflexion, vous vous en inspirez, et dans votre réflexion stratégique, vous arrivez à trouver des arguments pour dire simplement, mais on ne va pas construire là parce qu'il peut y avoir des rochers qui tombent, etc. Là, il faut garder de l'agriculture, ou là, il faut garder les bords de rivière parce qu'il y a de la biodiversité, etc., etc. C'est à ce moment-là, dans votre projet, logiquement, que tous les élus en charge de la responsabilité de la planification. C'est à différents niveaux. Moi, je suis maire, mais quelqu'un a posé la question de l'intercommunalité. Nous, dans notre territoire, on a un plan local d'urbanisme intercommunal. Sur la métropole, je crois que c'est le cas depuis très très peu de temps. Donc les outils de planification urbaine, aujourd'hui, ils ont changé d'échelle, et fort heureusement, parce que c'est pas à l'ombre du clocher de l'église que vous définissez ce qui est pertinent ou pas. Les mobilités, les transports, l'habitat, etc. Et donc c'est à l'échelle d'autres territoires, voire même des fois départementales et régionales pour le SRADET, par exemple, que la planification se fait. Et c'est à ce moment-là
qu'effectivement, il y a tout intérêt à avoir ces relations avec la communauté scientifique, qu'elle soit dans des bureaux d'études, qu'elle soit à l'université, ou qu'elle soit d'ailleurs dans les services. Parce qu'il y a un point que je voudrais dire, c'est aussi la qualité des agents territoriaux. Dans les communes, il y a certes des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, etc. Mais heureusement, on a des agents territoriaux. Et les agents territoriaux, ils ont une vision, ils ont une expertise, ils ont des compétences. Et c'est souvent des collègues à vous qui arrivent de la communauté scientifique et qui passent des concours administratifs pour venir travailler soit dans les administrations déconcentrées, soit dans les services des collectivités locales. Et c'est bien ainsi. Et donc ça aussi, c'est une entrée de la science dans la vie des collectivités locales. Merci. Et, Une minute pour conclure. et pour ma part, en tant que scientifique, j'interviens pas du tout à ce niveau-là, parce que déjà, je n'y connais pas grand-chose. Hein, donc, j'ai une méconnaissance de tout ce tissu et de ses conséquences administratives directes. Mais par contre, mon rôle, c'est de... Toutes les données qu'on acquiert et les connaissances qu'on acquiert, c'est de les rendre disponibles et notamment via le site de l'OREM et de la base de données, mais aussi via des publications scientifiques, des enseignements que je donne à mes étudiants, des conférences ou des interventions que je peux donner dans différents cadres, que ce soit auprès des collectivités, dans des colloques de recherche ou d'animation pédagogique, ce genre de choses. Merci. Merci beaucoup.